Je m'apprête à filmer là et faire le point sur les livres que je vais vous présenter. Et je m'aperçois que c'est encore des réécritures. Et j'ai même pas fait exprès. Je suis désolée. Je promets que la prochaine fois, je partirai sur autre chose. Bonjour tout le monde, je suis Nina Gorlier, je suis autrice de l'imaginaire et aujourd'hui je vais vous parler de mes dernières lectures. Alors, pour accompagner cette dette lecture, je bois une infusion qui a été créée par les éditions Goater, une infusion autour de romans Millarca. Alors, c'est dommage parce que je l'ai chroniqué dans le précédent dette lecture, et entre-temps, je suis allée aux Imaginales, j'ai rencontré les éditions Goater, et c'est là que j'ai trouvé cette infusion, j'ai adoré l'idée de lier les deux. Donc voilà, ça fait un lien avec le précédent update, c'est pas trop raccord non plus, mais on va faire genre, d'accord? J'aime beaucoup cette infusion, elle est très douce. Et sur ce, on commence l'update lecture. Alors, on est mercredi après-midi, j'ai travaillé ce matin, donc je suis déjà fatiguée. Je tourne cette update lecture un peu au feeling, j'ai rien préparé, juste mon ressenti sur ces lectures. Et ma foi, même si ce sont toutes des réécritures, on est quand même sur des formats différents et des assez bonnes lectures dans l'ensemble. Et je vous en parle tout de suite. Je sais pas par quoi commencer. Pourquoi pas sur un format, le format le plus court que j'ai ici. Donc il s'agit de Galatée de Madeline Miller, qui est donc une nouvelle, une réécriture mythologique. Si vous connaissez Madeline Miller, ce n'est pas étonnant. Elle a écrit notamment Le Chant d'Achille, que j'ai adoré, et également Circé, qui est également un roman mythologique d'un personnage féminin comme ici. Pareil, ça avait été une très bonne lecture aussi. Est-ce qu'on les voit? Je sais pas si vous les voyez à la caméra, mais ils sont ici, de Madeline Miller. Et ouais, et voilà, elle avait fait donc une nouvelle sur le mythe de Pygmalion. Ça faisait longtemps que je voulais la lire, mais je l'avais pas acheté en format court. J'ai vu qu'ils avaient fait un intégral des deux romans plus celui-ci, mais comme j'ai déjà les autres romans, j'avais pas envie de tout racheter. J'avais envie de la lire, mais c'était pas non plus une envie trop pressante, comme vous pouvez le constater, jusqu'à ce que mon amie Perceline fasse un petit book haul et me donne en fait la nouvelle. Et c'est comme ça que j'ai pu enfin la découvrir. Ouah, tout le storytelling juste pour vous introduire cette lecture alors qu'elle est hyper courte. Non mais j'abuse déjà, la vidéo va encore durer 1 heure, je suis désolée. Alors comme je vous disais, c'est une réécriture de mythe de Pygmalion. Pygmalion, c'est une des métamorphoses d'Ovide, si je dis pas de bêtises. C'est le nom d'un sculpteur qui va sculpter une statue de femme tellement magnifique qu'il va en tomber amoureux. Et, la déesse Aphrodite, la déesse de la beauté, de l'amour, va être touchée par cette histoire. Elle va peut-être avoir pitié de lui aussi, et donc elle va donner vie à cette statue, à cette femme parfaite, qui va donc devenir une véritable femme et qui va devenir l'épouse de Pygmalion et la mère de ses enfants. Et cette statue devenue femme, elle s'appelle Galatée. Si vous suivez un petit peu ce que je raconte parfois sur Instagram, etc., vous savez peut-être que un de mes prochains projets de roman a pour nom de code le projet Pygmalion. Donc c'est un mythe qui m'intéresse et je trouve qu'il dit beaucoup de choses sur le statut d'artiste, la création artistique, les œuvres, la figure de la muse, ce genre de choses. Et d'ailleurs le mythe de Pygmalion, il a été réécrit, adapté, réinventé de nombreuses fois. Si vous connaissez par exemple le film My Fair Lady avec Audrey Hepburn, c'est une revisite de l'histoire du concept de Pygmalion, puisqu'on va voir, alors pas une sculpture qui prend vie, mais un homme qui va en fait sculpter métaphoriquement une jeune femme, une petite vendeuse de fleurs,
une femme du peuple qu'il a trouvée dans la rue qui a un accent à couper au couteau, qui va en fait refaire son éducation, son relooking, etc. pour en faire une belle dame du monde, et dans le procédé, il va tomber amoureux de cette femme qu'il est en train de transformer. Donc par exemple ça c'est une des visites les plus célèbres de Pygmalion. Il y en a d'autres, et moi ce que j'aime beaucoup dans ce concept, c'est le concept en fait d'avoir l'œuvre d'art, l'artiste qui tombe amoureux de son œuvre d'art, l'œuvre d'art qui va prendre vie d'une certaine façon. C'est quelque chose que j'ai un petit peu évoqué dans La Bête du Bois perdu, sans en dire plus, et qu'on retrouve aussi dans d'autres de mes idées de projets qui verront peut-être le jour un jour. Et on a également d'autres créations, d'autres œuvres qui en parlent. Je pense notamment un film, je crois que elle s'appelle Ruby ou quelque chose comme ça, où c'est un romancier dont le personnage féminin parfait entre guillemets prend vie. Et il y a beaucoup d'interrogations dans ces œuvres-là sur le rapport en fait entre l'artiste et son œuvre, et le rapport d'égalité qu'il y a, parce que techniquement cet homme-là a créé la femme parfaite à son image. Comment elle peut vivre au-delà de ça? Peut-elle vivre en delà de ça? Et c'est ce que Madeline Miller aborde de manière très juste dans Galatée. C'est pas étonnant, Galatée c'est une revisite féministe. C'est vraiment dans la mouvance qu'a installée Madeline Miller elle-même avec Circé, mais dans la mouvance aussi de nombreuses réécritures de Y qui ont pour projet de redonner une voix à des personnages féminins de la mythologie oubliés ou bafoués, ou des personnages auxquels on a volé la voix. Et j'ai trouvé donc ce parti pris très intéressant, et en plus Madeline Miller elle va pas tomber dans le piège de romancer ce côté artiste et sa muse. Non, elle va bien aller dans le côté, ce rapport inégal de force entre l'artiste et son œuvre, entre le créateur et la création. Et elle va aussi s'appuyer sur des éléments qu'il y a déjà dans le mythe, mais qu'on a peut-être tendance à éclipser. Je pense notamment au fait que Pygmalion, ce sculpteur-là, pourquoi il a sculpté cette figure de la femme parfaite selon lui? Il a voulu le faire en opposition des autres femmes, entre guillemets, qui considèrent comme des, excusez-moi du mot, comme des traînées, des femmes vulgaires, des femmes qui ne sont pas dignes, pas assez pures selon lui, d'être vénérées, d'être aimées. Donc, on part sur quelqu'un de très sympathique, comme vous voyez. Et Madeline Miller, donc elle va se saisir de cet élément-là, elle va l'exploiter. Et clairement, elle propose, à travers le personnage de Pygmalion, un personnage d'un antagoniste qui fait froid dans le dos, parce que ce genre de garçon, ce genre d'homme, ça existe vraiment. Elle désigne elle-même, hein, c'est pas moi qui place des mots dans sa bouche, dans le petit texte à la fin, cette lettre au lecteur ou lectrice, elle utilise elle-même le terme d'incel pour désigner Pygmalion. Donc ces hommes qui sont persuadés d'être des célibataires involontaires, et qui développent donc une haine des femmes, parce que selon eux, c'est à cause d'elles que tout leur malheur leur arrive, puisqu'elles ne veulent pas d'eux, en fait, ils sont dans une solitude forcée, et donc à cause de ça, ils les détestent toutes. C'est un petit peu simplifié, l'idée est là. Le phénomène d'incel, c'est quelque chose de terrifiant, et quelque chose de terrifiant qui existe vraiment, et qui a coûté la vie à des femmes. Donc, cette lecture, quoique courte sur certains aspects, elle frappe juste, elle fait mal, parce que elle touche à la réalité. C'est très court, comme d'habitude, donc je vais avoir du mal à vous parler en détail de l'histoire sans trop en dévoiler, parce que j'ai envie que vous puissiez la découvrir par vous-même. Il faut, grosso modo, ça va être automatiquement une histoire d'émancipation, plus que l'émancipation que de la création face à son créateur. Ça va être l'émancipation d'une femme face à son époux, une mère face au père de son enfant,
et une victime face à son bourreau. Il y a un côté très fatidique dans cette histoire, hein, une sorte de cruauté qui est bien réelle, quoi, qui est à vif pour moi parce que je sais, je comprends, je ressens tout ce qu'elle insuffle là-dedans. Et également, il y a un côté un peu cathartique, assez sombre, ouais, mais ouais, vraiment ce côté, cette catharsis dans ce female rage que propose Madeline Miller. Ça aurait pu être un sans faute pour moi s'il n'y avait pas un petit hic, malheureusement. Alors je ne sais pas si ça vient du texte de Madeline Miller, parce que je ne l'ai pas lu en VO, ou si ça vient de la traduction. Donc ça a été traduit de l'anglais par Christine Hochet. Et en fait, moi j'aime beaucoup la prose de Madeline Miller généralement. Ici, c'est aussi le cas, sauf que des fois, il y a des petits choix de termes qui m'ont un peu sorti du texte. Je ne sais pas si c'est un problème de traduction ou si c'est voulu, mais alors, excusez-moi du terme, mais on va parler de, par exemple, est-ce que j'ai le droit de dire ce terme-là sur YouTube? J'en sais même pas. Bon écoutez, One Life, de toute façon c'est pas monétisé. Il va avoir un langage assez cru, par exemple, au d'un moment elle va dire, on va employer les termes baiser par exemple, et ça m'a, de façon tellement crue, des termes assez modernes et crus comme ça, et ça m'a un peu sorti du texte sur le moment, ce contraste, mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que c'est pas dans le texte originel, est-ce que c'est pas voulu justement pour appuyer sur ce côté cru et violent qui est la réalité imposée au personnage de Galatée. Donc je ne sais pas, si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi ça vous a un peu surpris? Est-ce que ça vous a interpellé? Qu'avez-vous pensé de ce petit texte de manière générale? Est-ce que vous avez lu les œuvres de Madeline Miller? Lesquelles préférez-vous? Enfin, dites-moi tout en commentaire. Mais je suis bien contente, moi, pour ma part, d'avoir enfin complété mon tour d'horizon des œuvres de Madeline Miller. Et maintenant, comme tout le monde, j'attends avec impatience son prochain roman. Elle avait teasé il y a quelques années déjà que c'était une réécriture, une réécriture du mythe de Perséphone. Il faut savoir que moi, le mythe de Perséphone, qui est lié donc au culte des saisons, au culte de la déesse Déméter, sa mère, mais surtout à la figure du dieu Hadès, le roi des enfers. C'est un mythe qui me fascine, mais d'un autre côté, moi je suis pas du tout dans l'engouement de plein de personnes autour de la romance Hadès et Perséphone qui a été maintes et maintes fois réécrite et encore plus romancée. Moi je vois pas du tout ça dans le mythe original, au contraire. Moi j'y vois, je casse l'ambiance, désolée, j'y vois plutôt une... quand même on parle d'une histoire de kidnapping, de mariage forcé, de séquestration et de VIOL, c'est dans le texte de base. Hein. Et j'arrive pas, malgré toutes les réécritures modernes qui se veulent féministes, j'ai du mal avec ce conte de base et je vois pas du tout, j'ai l'impression que la plupart des écritures passent totalement à côté du propos, et en plus la plupart vont romancer la relation, vont en faire d'Hadès à quelqu'un de très séduisant, de très romantique, alors que c'est pas du tout ça de base, et au contraire vont diaboliser la figure de Déméter, qui est de base juste une mère qui essaye de retrouver sa fille qui a été enlevée par son oncle, voilà. Parenthèse fermée, je peux pas m'empêcher, je suis désolée. Donc si il y a des fans du mythe d'Hadès et Perséphone, excusez-moi. Et donc tout ça pour dire que j'ai hâte de lire la proposition de Madeline Miller, de voir ce qu'elle en fait, et je me dis qu'elle pourra avoir peut-être un point de vue intéressant sur la question, et toujours nuancé je pense. C'était presque touchant, cette façon qu'ils avaient de s'inquiéter pour moi. Vous êtes si pâle, a annoncé la garde malade. Il faut rester tranquille jusqu'à ce que vous ayez repris des couleurs. Je suis toujours de cette couleur-là, ai-je répondu, parce qu'autrefois, j'étais en pierre. La femme esquissait un sourire en remontant ma couverture. Mon époux l'avait prévenu que j'étais fantasque, que ma maladie me faisait dire des choses qu'elle trouverait étranges. Je suis vraiment désolée, je m'aperçois là que je peux pas
parler d'un livre, d'un sujet, sans partir dans un tunnel. À chaque fois, je divague, désolée. J'espère que c'est intéressant pour vous quand même. Et sur ce, on va passer à la deuxième lecture que je vais vous présenter aujourd'hui. On va rester dans les réécritures donc, puisque je n'ai que ça à vous proposer, mais elles sont de qualité. Et une réécriture, des réécritures écrites par une femme, avec du coup ce recueil Red as Blood. Alors attention, A Tale from the Sister Dreamer de Tanith Lee. Ça, je remercie Magali Lefebvre, ma copine autrice, qui m'a fait découvrir Tanith Lee, qui ne cessait de vanter les louanges de cette autrice anglophone, et qui me vraiment voulait, j'ai vraiment voulu découvrir son œuvre grâce à toutes ces louanges, aussi le fait que, à la manière d'Angela Carter et sa compagnie des loups, Tanith Lee a réécrit plusieurs contes, dans notamment ce recueil, donc Red as Blood. Elle est réécrite de façon, moi ça m'a évoqué un peu du gothique, une certaine forme de féminité horrifique que j'aime beaucoup, c'est beaucoup ce que je recherche dans mes lectures, et je trouve que c'est un genre qui se prête très bien aux contes de fées, puisque vous le savez certainement, les contes de base, de tradition orale, sont assez sombres, et on a souvent des personnages féminins au cœur de ces histoires. Donc voilà, c'est l'héritage logique de toute cette tradition. Et je remercie aussi Magali parce que c'est elle qui m'a offert ce recueil, donc, qui est une édition donc, en VO, je vous montre, puisqu'il n'a jamais été traduit en France par ma connaissance, puisque l'œuvre de Tanith Lee avait été traduite chez les éditions Oxymore, je crois, qui ont fermé. Elle a aussi publié Le Dit de la Terre plate de mémoire, qui peut-être est encore édité, mais cela jamais. Et en plus, c'est aussi un livre d'occasion que je n'arrivais pas à trouver, donc Magali, elle a pu se le dénicher et me l'a gentiment offert. Donc merci encore Magali si tu passes par là, merci pour ces découvertes et ce cadeau. À la manière d'Angela Carter, donc on est sur un recueil de contes, et chaque nouvelle étant une réécriture de contes, voilà plus précisément. Alors, en plus on a des petites illustrations. Alors, pour vous donner une idée, on a donc The Paid Piper, qui est une réécriture du genre de Flûte de Hamelin, un conte glauque à souhait que j'adore. Red as Blood, qui est une réécriture de Blanche-Neige. Thorn, je sais jamais comment on dit, allez, à la française en mode passe-miroir, Thorn, une réécriture de La Belle au bois dormant. When the Clock Strikes, une réécriture de Cendrillon. The Golden Rope, une réécriture de Réponse. The Princess and Her Future. Je vais en Angleterre dans 2 semaines avec le collège, faut que j'arrange un peu l'accent. La Princesse et son futur, une réécriture du Prince Louis. Wolfland, une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Black as Ink, une réécriture du Lac des Cygnes. Et enfin Beauty, une réécriture de La Belle et la Bête. Alors, je vais pas pouvoir vous faire... comment j'ai abordé ça? Je vais pas vous faire une analyse détaillée de chaque nouvelle, bien entendu. Une review nouvelle par nouvelle, ça risque d'être long. Je vais vous parler des partis pris les plus intéressants selon moi, les nouvelles qui m'ont plus marqué, sachant que sur l'ensemble, c'était une très bonne lecture et toutes les nouvelles étaient intéressantes. Je peux vous teaser un peu les concepts, par exemple dans Red as Blood, c'est une écriture de Blanche-Neige avec un côté vampirique. Et quand je l'ai lu, j'ai trouvé, mais oui, en fait, elle reprend des éléments du conte et elle ajoute, elle incorpore le mythe du vampire dedans, mais en fait, oui, j'ai l'impression que ça a toujours été là, tellement qu'il y a la symbolique de Blanche-Neige, de la pureté, de cette blancheur, de la couleur du sang qu'on retrouve sur ces gouttes de sang dans la neige, la figure du miroir de la reine. Ici il y a un twist, le miroir ne dit pas que c'est Blanche-Neige la plus belle, le miroir ne peut pas voir Blanche-Neige.
vous avez compris pourquoi en fonction de ce que je vous ai dit. J'ai trouvé ça hyper intelligent. En Pied Piper, c'est une réécriture donc, du genre de flûte de Hamelin, mais pour une fois, on n'est pas dans une histoire profondément de vengeance. Et c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui a changé, parce que d'habitude, l'histoire du genre de flûte de Hamelin, c'est de la vengeance. Donc les réécritures, la plupart des réécritures que j'ai lues, vont développer cette thématique-là, ce qui est normal, et je vous prépare d'ailleurs une vidéo sur le thème, enfin c'est cathartique, ça questionne notre moralité, cette histoire de vengeance, etc. Et c'est ça qui me fascine aussi dans le conte de base. Et bah là, ce genre de flûte-là, il va aborder d'autres thématiques. Déjà, les rats de base ne sont pas vus comme une calamité, comme une allégorie de la peste qui s'installe. C'est plutôt en fait, c'est un village en fait qui vénère le dieu rat. Donc en fait, les rats, chaque villageois a limite un rat qui lui appartient. Et cette image est très forte, je trouve. Et donc, le joueur de flûte, justement, c'est pas un homme qui va arriver et se proposer comme un sauveur pour libérer le village de cette calamité. Au contraire, en fait, il va arriver et il va intervenir sur quelque chose qui est vu comme une bénédiction par les villageois. Et du coup, ça permet en fait, encore une fois, sans trop en dire, d'interroger sur la notion de croyance, de divinité, et l'importance de la croyance pour qu'une divinité existe. Parce que si plus personne ne vénère un dieu, existe-t-il encore? Il y en a certains, je suis pas sûre d'avoir tout compris. Black as Ink, donc noir comme l'encre, qui est une écriture du Lac des Cygnes. Même en ayant conscience que c'est une écriture du Lac des Cygnes, je suis pas sûre d'avoir tout compris où ça menait. C'est un petit peu étrange. Alors j'imagine même pas ceux qui l'ont lu sans savoir que c'est le Lac des Cygnes. Je crois que c'était toi, Magali, qui m'avait dit que c'était le cas la première fois que tu l'avais lu. Donc c'est peut-être celui qui m'a le moins convaincu, entre guillemets. Sinon, moi j'aime beaucoup aimer la réécriture du Prince Grenouille, donc la princesse et son futur. C'est très court, mais hyper efficace. Et il y a un petit twist dans les archétypes des personnages qui est hyper intéressant et qui m'a fait... Enfin, il y a une chute qui m'a fait jubiler. Et là, si vous l'avez lu, vous dites, elle est sadique celle-là. J'ai beaucoup aimé. J'ai adoré aussi The Golden Rope, donc la corde dorée, donc qui est la réécriture de Réponse. Bien sûr, ça évoque ses longs cheveux dorés, ses longs cheveux blonds. Où ça invente d'autres motivations à la sorcière. Pourquoi elle a pris en otage ce bébé, cette petite fille qui s'appelle Jaspe dans cette version-là. Quel est l'intérêt d'avoir cette jeune fille qu'elle garde prisonnière sous son emprise? C'est très intéressant ce côté-là et ça évoque encore la question d'obsession, de divinité, de vénération d'un dieu. Et aussi le personnage qui est complètement sous l'emprise de sa gardienne, de sa tutrice, de cette mère adoptive qui l'utilise. Cette jeune fille, Jaspe, cette Réponse, est complètement, en fait, a une vision complètement, déformée du monde, parce que sa seule réalité, c'est la sorcière qui l'a élevée, et cet endroit, cette prison charmante à première vue, mais si on ne sait pas que l'extérieur existe, automatiquement l'intérieur est la plus belle chose qu'on ait jamais vue. C'est très intéressant, et il y a un côté presque romantique dedans, qui curieusement m'a su me séduire. Oui, enfin une très belle découverte. C'est pas souvent que je lis des réécritures de Réponse. J'avais lu un Papillon en hiver aux éditions du Chat Noir de Laetitia Mera, qui prend le conte sous un angle totalement différent. Et là j'ai beaucoup apprécié cette version. Et enfin, je vais vous parler duquel Beauty, qui est un des plus longs, qui est une réécriture en fait de La Belle à Bête, mais de science-fiction SF. Bah, c'est assez rare pour le remarquer. Non pas que les réécritures de contes SF ça soit rare, mais pour moi, c'est rare que je lise de la SF.
et souvent, quand c'est de la SF mêlée à du conte, comme Mes ailes en cage dans ma précédente update, ça passe beaucoup mieux parce qu'il y a ce côté-là merveilleux qui est féerique, qui reste et qui est souvent incorporé dans la SF d'une façon totalement naturelle et le mélange me séduit souvent. Donc dans Beauty, j'ai beaucoup aimé. Alors ça révolutionne pas le conte, il n'est pas vraiment twisté, mais vu le contexte SF, certains points, certains personnages, certains faits iconiques du conte vont être réinventés. Donc par exemple, là, plutôt qu'avoir un prince métamorphosé en bête, en monstre, c'est un alien tout simplement. On est dans un monde en fait où des aliens sont apparus au-dessus de cette terre, et en fait en échange de la protection, de l'abondance, voilà, d'une vie paisible pour les humains, et à certaines périodes de leur vie, des familles vont devoir sacrifier un de leurs membres, donc ils reçoivent littéralement en fait des roses. Quand une famille reçoit une rose, ça veut dire qu'ils doivent sacrifier un de leurs membres, donc c'est-à-dire un de leurs membres va partir vivre avec les aliens. Donc je trouve que c'est très intéressant de reprendre le symbole de la rose qui est la cause de tout dans La Belle et la Bête. Et là, c'est pas le père qui vole une rose, c'est le père qui se voit imposer une rose, qui signifie qu'il va devoir se séparer de quelqu'un. Et là, donc, le choix va être la plus jeune de ses filles. J'ai beaucoup aimé le rapport à l'identité, à la famille, le questionnement qui va se faire autour de la jeune fille. Donc, alors, c'est pas Belle qu'elle s'appelle, j'ai beaucoup aimé son nom, faut que je le retrouve. J'ai déjà oublié. Estar. Ah, c'est avec un A, avec un accent aigu. Je sais pas. Estar. Esther. Je sais pas comment ça se prononce. Mais j'ai beaucoup aimé cette revisite. Donc si jamais vous lisez l'anglais et vous pouvez vous mettre la main sur ce recueil qui est plus édité, malheureusement, pas à ma connaissance. Mais si vous êtes passionné des contes, vraiment, je pense que c'est un must-read. Que je vous conseille. Encore merci Magali. Moi j'ai aussi une autre écriture de Tanis Lee qui s'appelle White as Snow, qui est donc une écriture de Blanche-Neige mais cette fois sous forme romanesque. Et liaison avec un peu ce que j'évoquais dans mon tunnel tout à l'heure, il y a un côté réécriture du mythe de Perséphone et de Déméter. Donc j'ai trop hâte. Ça va être une lecture je pense soit pour le Pumpkin Autumn Challenge, soit pour cet hiver. Parce que White as Snow, hiver, vous voyez. Bref, je suis pas allée loin. Donc voilà, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais je suis contente d'avoir découvert Tanis Lee. Miroir, demanda la reine sorcière. Qui peux-tu voir ? Je te vois, maîtresse, répondit le miroir, et tous les habitants du royaume, tous, sauf une personne. Miroir, miroir, qui ne peux-tu voir ? Je ne peux voir Bianca. Je parle, et du coup mon infusion est déjà en train de refroidir. C'est pas grave, il me reste 2 heures à vous présenter. Et on va continuer avec un roman cette fois. Alors on passe d'un recueil de nouvelles à une petite bricasse. Encore c'est du poche. Il s'agit de Enchantment d'Orson Scott. Oula, on va le refaire. Orson Scott Card. Que j'avais repéré il y a déjà plusieurs années. C'était une des reliques de ma wishlist, puis de ma pile à lire. Et en fait, ce qui m'a donné envie de le ressortir, c'est que Perceline, mon amie Perceline Barocco Podcast sur YouTube, l'a lu il y a quelques temps, elle m'en a parlé, elle a dit j'aimerais bien avoir ton avis. Donc je dis écoutez, c'est l'occasion. Moi je faisais le printemps des contes sur mon Instagram, donc j'étais en plein dans les contes de fées, c'est leur réécriture, vraiment en parler auprès de vous. Et je dis je vais le lire du coup. Tout ce que je savais, c'est que c'était une réécriture, une réinterprétation libre, d'après la 4e de couverture, de La Belle au bois dormant, mais version slave en fait, puisque ça se parle dans une forêt ukrainienne. Et en plus, il y a Baba Yaga dedans. J'avais pas trop compris qu'il y avait Baba Yaga, mais si comme moi, vous connaissez Baba Yaga, vous savez qu'on n'a jamais assez de Baba Yaga, et Baba Yaga, elle est géniale.
et dans ce roman aussi d'ailleurs. Et donc, en ne connaissant que ça, je me suis jetée un peu à l'aveuglette, parce que finalement, le côté Belle au bois dormant, c'est que le début. Et à partir du moment où la Belle au bois dormant, spoiler, se réveille, il y a toute une autre histoire, en grosso modo, qui commence. Et j'avais aucune idée dans quelle direction ça allait prendre, et j'ai adoré le voyage. Alors, Orson Scott Card, c'est la première fois que je le lis. Je sais qu'il a surtout fait de la science-fiction, je crois que c'est lui qui a fait La Stratégie Under, qui a été adapté en film aussi. Et bah, j'irai pas jusqu'à lire ce qu'il a fait d'autre, mais je suis contente d'avoir découvert cet auteur. Je vais peut-être vous pitcher un peu plus que à l'écriture de La Belle au bois dormant. On va suivre donc Ivan. Ivan, c'est un petit garçon russe, si je dis pas de bêtises, qui un jour, en fait, c'est particulier, ça se passe avant la chute de l'URSS, donc il est d'une famille juive, son père est un chercheur à l'université, un professeur, etc. Et en fait, ils vont quitter en fait l'URSS quand il est petit pour aller immigrer aux États-Unis. Mais sauf que juste avant de partir, il est chez son oncle qui vit dans une forêt, aux abords d'une forêt ukrainienne, et quand il est petit, il joue dans cette forêt, et là il tombe nez à nez avec une jeune femme endormie. Donc là c'est très visuel la façon dont c'est écrit. Elle est allongée comme sur un gisant de pierre, au milieu d'une énorme fosse qui l'entoure avec plein de feuilles mortes qui volent. Donc en fait, il peut pas vraiment atteindre la jeune femme parce que déjà c'est un petit de 10 ans, et puis voilà, il y a cette grande fosse, et en fait, dans cette fosse, il y a un ours terrifiant qui garde en fait la princesse endormie. Et lui, il va tellement être fasciné et terrifié par cette image que quand il voit l'ours, il a 10 ans, il s'enfuit le gamin, et après voilà, il part pour les États-Unis, il grandit, il fait sa vie là-bas, il se financie, etc. Le mur de Berlin tombe, le RSS s'effondre, et donc en tant qu'Américain maintenant, il peut de nouveau retourner dans le pays de son enfance. Et d'ailleurs, lui, en fait, il a fait des études en fait autour de cette culture-là, de ces contes slaves, de cette langue oubliée, le vieux slave, et donc il va y retourner dans le cadre de son mémoire, sa thèse, et en retournant chez son vieil oncle dans cette forêt ukrainienne, il va se dire, ah bah tiens, il est toujours obsédé par cette image qui l'a marqué depuis l'enfance, avec ce côté-là, c'était un rêve, c'est un délire de mon imagination d'enfant, mais il y a à côté ce besoin de vouloir savoir. Et donc il va y retourner une fois adulte, et là, en fait, la jeune femme, cette princesse endormie, elle est encore là, et l'ours aussi. J'en dis pas plus, j'en ai déjà trop dit, mais ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont ça va emprunter donc au conte slave. Moi, je suis pas une experte en contes d'Ukraine, de Russie, voilà, de pays de l'Europe de l'Est, mais j'ai quelques références grâce à d'autres lectures. Je pense notamment à la trilogie sublimissime de Catherine Arden, donc qui commence avec l'ours et le rossignol. Et quel plaisir de comprendre que l'ours qu'on retrouve là, c'est le même ours que dans le titre L'ours et le rossignol de Catherine Arden. C'est une figure qui est réutilisée, cet ours a un seul œil, voilà. Et encore une fois, on retrouve une figure emblématique, la vieille Baba Yaga, cette sorcière qui est à la fois terrifiante et badass, qui est une antagoniste d'un certain conte russe, mais aussi qui est une figure de femme tellement forte. Là, c'est l'antagoniste en fait d'enchantement. C'est elle qui va en fait avoir jeté la malédiction sur la princesse Katerina, voilà, qui elle veut s'emparer du pouvoir. Et c'est un personnage haut en couleur, c'est un des points forts du roman, je trouve. C'est ce que... entre les chapitres qui suivent nos héros, en fait, il y a des petits chapitres de son point de vue, donc ça entrecoupe le récit. Et j'adore le duo qu'elle forme avec l'ours, mais j'adore, elle est géniale. Et en fait, ce roman, c'est un peu une déclaration d'amour aux légendes slaves, parce que d'un côté, l'auteur,
il fait des références et il explique en fait presque certaines choses emblématiques. Par exemple, le fait que le héros s'appelle Ivan, c'est pas anodin. Ivan, c'est un prénom qu'on retrouve dans de nombreux contes russes, avec un prince qui s'appelle Ivan ou un paysan qui s'appelle Ivan. Le héros va s'appeler Ivan, quoi. Par exemple, dans L'Oiseau de Feu de mémoire, il s'appelle Ivan. Et on a aussi des origin story. Par exemple, on a l'origin story. L'histoire derrière la maison à pâte de poulet de Baba Yaga, j'ai adoré. Que dire d'autre des personnages? Ivan, il fait le boulot en tant que héros, il m'a pas tant marqué que ça, même si c'est hyper intéressant ce côté, et il a plusieurs identités en fait. Déjà, il a son nom russe, il a son nom juif, et il a son nom américain. Il parle plusieurs langues, il parle à la fois l'anglais, il parle à la fois l'ukrainien, et il parle aussi le vieux slave qu'il a étudié avec son père en tant que chercheur. Et c'est plusieurs identités qui se mélangent, qui s'interrogent qui il est vraiment, et ça va être au cœur du récit qui il est vraiment. Est-ce qu'il était destiné à trouver cette princesse endormie? Quel est son rôle dans tout ça? Et face à ça, il y a le personnage de Katerina que j'ai beaucoup aimé. C'est bien d'avoir une princesse qui n'est pas endormie tout le temps et qui est très active. C'est un personnage féminin qui est pas lisse, qui est imparfait, qui a du caractère, qui a de la ressource, qui se laisse pas faire, qui incarne vraiment plus une princesse, vraiment l'héritière d'un royaume, la chef d'un peuple. C'est très important ça, et c'est vraiment l'opposition entre cette femme et Baba Yaga. J'ai beaucoup aimé ces personnages féminins. J'ai beaucoup aimé le personnage de la mère d'Ivan aussi. Petit bémol, le personnage de Ruth, la fiancée d'Ivan. On tombe un peu dans les archétypes, les clichés. Après, vous allez me dire, ça inspire des contes. Hein. De l'autre fiancée, l'épouse jalouse, l'épouse délaissée, la fiancée jalouse, etc. Souvent dans les contes, voilà, l'héroïne, elle tombe amoureuse d'un prince, mais il est fiancé à quelqu'un d'autre, etc. On tombe un peu dans ça, et j'étais pas forcément fan du traitement de ce qui lui arrive à cette route, parce qu'elle a rien fait de grave, elle de base, elle est juste là au mauvais moment. Et ouais, on tombe un peu dans le cliché de la jalousie entre femmes. C'est dommage. Ce serait mon bémol. Ce que j'aimais aussi dans ce roman, c'est le côté voyage temporel, parce que du coup, on a l'intrigue, ça se passe à la fois dans ce côté chez nous, dans notre monde. Alors, c'est pas notre présent à nous, parce que le roman date des années 90, donc ouais, vraiment fin des années 90 plutôt. Mais époque moderne, et en fait la réalité d'où vient Katerina ou d'où viennent Katerina et Baba Yaga et les autres personnages, c'est la Russie médiévale en fait, du 9e siècle, si je dis pas de bêtises vraiment. Et j'aime beaucoup en fait ce mélange, ce passage d'une époque à l'autre qui est déstabilisant pour le lecteur, pour les personnages aussi, parce qu'il y a aussi des allers-retours qui vont se faire d'une certaine façon. Et à 2 reprises en fait, dans le roman, et on peut le diviser en 2. Il y a une partie où t'es dans un poisson hors de l'eau dans une époque, et à partir de la moitié on va être aussi d'une autre façon poisson hors de l'eau dans une autre époque, et des points de vue différents du personnage qui connaît, le personnage qui connaît pas, et ça permet aussi de travailler la relation qui va se nouer entre les deux personnages. C'est très intéressant. Donc voilà, j'ai bien aimé. Il fait du coup quasi 600 pages. Quasi 600, non? Attendez. 581 pages. Donc voilà. Mais ça se lit très bien. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Enchantement de Orson Scott Card. Une brise légère agita les feuilles mortes. Quelques-unes glissèrent de l'imminence au centre de la trouée. Et Vania eut l'impression qu'il ne s'agissait ni d'un rocher ni d'une machine, car la forme qu'il discernait sous les feuilles avait les courbes d'un corps humain. Et là où devait se trouver la tête, n'était-ce pas un visage qu'il entrevoyait? Une nouvelle feuille s'écarta. Si, c'était sûrement un visage, celui d'une femme endormie. Avait-elle rassemblé les feuilles pour s'en couvrir? Ou bien, blessée, était-elle allongée là depuis si longtemps qu'elle s'était accumulée sur elle? Était-elle morte?
Et pour la dernière lecture que je vais vous présenter, je n'ai plus les livres en ma possession parce que je les avais empruntés à mon oncle en début d'année. Au moment où j'avais même pas encore eu l'idée folle, saugrenue de me lancer sur Booktube. Mais je me suis dit avec le recul, cette lecture elle m'a tellement marquée, elle est tellement emblématique pour moi et pour tant de gens. J'ai dit il faut que je vous en parle même des mois après parce que voilà, c'est encore en moi. Je vais vous mettre le visuel. Il s'agit de bande dessinée, il s'agit d'un classique de la bande dessinée franco-belge, francophone en tout cas. Il s'agit du Peter Pan de Loisel. Alors il faut savoir que je suis très fan, enfin amatrice de l'œuvre Peter Pan, de l'œuvre de Barry en général. Je pense pas être la seule, hein. Je connais plein de personnes qui adorent Peter Pan. J'ai notamment une amie autrice qui a réécrit de façon magistrale Peter Pan avec Tant que vole la poussière, donc de Cameron Balciano. Et là en fait, le Peter Pan de Loisel, si celui de Cameron est une suite de Peter Pan, Loisel, lui, il va proposer une préquelle, en fait, une origin story à la figure de Peter. Et ces deux œuvres-là, que je vous cite, ce que j'ai vraiment, le point commun outre le Peter Pan, c'est que je trouve, de tout ce que j'ai lu pour l'instant, dans les tonalités, dans la thématique, le traitement des personnages, vraiment les propos, c'est ce qui se rapproche le plus de l'œuvre de Barry dans tout ce qu'elle a de plus étrange et fascinant et sombre. Je m'explique. Le Peter Pan de Loisel, on va suivre donc Peter, comment il est devenu l'enfant qui ne grandit jamais. Et donc ça va débuter dans le Londres des années 1880. Donc vraiment le Londres de Whitechapel, le Londres vraiment de l'Oliver Twist, où on suit des petits orphelins livrés à eux-mêmes. Il fait froid, on ressent vraiment le froid, la faim, la pauvreté, vraiment cette misère sociale. Et donc on a Peter qui n'est pas un orphelin, enfin son père il est inconnu, mais sa mère est encore là, mais sa mère est une ivrogne qui le maltraite, etc. Donc il est livré à lui-même, il vit toujours dans la rue, dehors, dans le froid, avec d'autres orphelins, d'autres enfants perdus comme lui, clin d'œil. Des enfants auxquels il va raconter déjà des histoires. Il y a la notion d'histoire qui est là très tôt, qu'on retrouve dans le roman de Barry. Et je vais boire un coup parce que je sens que je vais tousser. Et un jour, Peter, alors qu'il a été chassé de chez sa mère parce que il a échoué à lui ramener de l'alcool. D'ailleurs, il avait été obligé de faire des choses horribles. Encore une fois, c'est très sombre et ça parle de la maltraitance qui sont faits aux enfants notamment. Il va échouer à lui ramener de l'alcool et du coup, elle, en tant qu'ivrogne et de femme, en tant que parente, mère violente, elle va le mettre dehors à la rue et elle est sur le point, voilà, abandonnée dehors, sur le point presque de mourir de froid. Et là, il va voir comme une étoile qui tombe du ciel, qui tombe sur lui. En fait, ce n'est pas une étoile filante, c'est Clochette, la fée Clochette, qui elle aussi, dans bien des aspects, notamment dans la personnalité et ses actions, se rapproche beaucoup de la Clochette de Barry. Alors, Loisel, il fait le choix de faire une Clochette pas du tout comme celle de Disney, parce que celle de Disney, elle est un peu... Quel serait le terme un peu pin-up hein, quand même. Hein. Et bah, si, il y a ça. C'est le côté un peu pin-up qu'il y a chez le Disney avec la petite robe courte et hop. Mais là, elle est beaucoup plus voluptueuse, beaucoup plus abeille, voire guêpe dans la façon dont elle est habillée. Et ça va très bien parce que, en plus de voler, elle est piquante, Clochette. Elle pique là où ça fait mal. Et donc Peter va la suivre. Il va arriver dans ce pays imaginaire, ce pays de nulle part, ce Neverland, où on a donc la traditionnelle opposition. D'un côté, on va avoir les Indiens, les pirates dirigés par du coup le capitaine, qui ne s'appelle pas encore Crochet à ce moment-là. Il est déjà là avant l'arrivée de Peter, mais il ne s'appelle pas encore Crochet. Si vous connaissez Peter Pan, vous savez après ce qui va se passer.
Et aussi, Peter, qui ne s'appelle que Peter à ce moment-là, va faire la rencontre du peuple féerique du pays imaginaire, des sirènes, des fées, donc clochettes, et des faunes, avec notamment le personnage de Pan, qui est un faune et qui va être... qui est clairement inspiré du Pan, le dieu Pan, qui est un dieu dans la mythologie grecque, un dieu assez mineur, mais un dieu quand même assez lubrique. Là, on n'est pas trop sur ça, parce que ça reste un petit faune, un petit garçon. Mais on va voir cette figure du faune nommé Pan, qui a sa flûte de Pan. Voilà, parce que dans la mythologie grecque, je refais un tunnel mythologie grecque. Bref, c'est le dieu Pan qui invente la flûte de Pan avec une nymphe transformée en roseau. Voilà, donc tout est lié à Pan en fait. Et bien sûr, cette rencontre en fait entre ces deux garçons va être le début de tant de choses, d'une relation qui m'a tellement marquée, d'une amitié, comment dire, vous savez, cette amitié quand on est enfant et qu'on rencontre un enfant quelque part et ça matche tout de suite et on passe une après-midi ou une semaine de vacances ensemble et on est les meilleurs amis du monde et on se pose pas de questions. C'est ça en fait, c'est ces deux enfants, etc. Parce que Peter, quand il arrive sur Neverland, malgré toutes les horreurs qu'il a vécues, c'est un gamin, c'est un enfant idéaliste dans certaines choses, c'est un enfant joueur, c'est un enfant rêveur, c'est un enfant plein d'histoires, une certaine innocence, et il va se retrouver confronté du coup aux pirates ou au danger de l'île, parce qu'il y a vraiment des choses, des endroits terrifiants dans cette île, et petit à petit, on va comprendre comment il devient automatiquement Peter Pan, et comment en fait il va devenir, comment son enfance va rester là tout en se transformant. Et ce que j'adore, ce que je trouve magistral dans l'œuvre de Loisel, c'est elle prend aux tripes par des aspects. Alors il y a des scènes vraiment sombres, terrifiantes, et il y a des scènes vraiment qui font froid dans le dos, mais aussi des scènes qui m'ont fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Je pense notamment à toute la relation entre Peter et Pan. Il y a des scènes vraiment des claques où tu dis non, il a pas fait ça quand même. Et pourtant, quand tu connais l'œuvre de Barry, logiquement tu sais que ça va arriver. Tu sais que ça va arriver parce que au commencement de l'œuvre de Barry, les personnages et les faits sont comme ça. Donc tu sais que automatiquement ça va relier les deux bouts et qu'il faut fatalement j'arrive plus à parler. Fatalement, ça va se passer comme ça, c'est inexorable et pourtant ça te prend une baffe et ça. Et toute la profondeur qu'il y a derrière le personnage de Peter, le personnage de Peter Pan, c'est un des personnages de littérature qui me le fascine le plus. C'est ce que j'ai adoré dans Tant que voilà poussière, c'est la manière dont Cameron a réussi à retranscrire cette innocence macabre, cette innocence, cette enfance à la fois innocente et cruelle et terrible, parce que pour lui la violence est un jeu, et on découvre comment la violence devient un jeu, comment la mort devient un jeu. C'est une des phrases les plus connues de Peter, j'ai plus la citation exacte, mais mourir sera une belle aventure, une nouvelle aventure, voilà, c'est quelque chose d'excitant pour lui, parce qu'il a plus conscience de ça, et c'est ça qui Loisel a aussi à retranscrire ça. Alors moi j'étais pas fan trop des dessins de base, ça s'améliore au fil des tomes, mais la narration, les personnages, le monde poisseux et fascinant et féerique tout de même, mais cruel quand même, qu'il arrive à faire naître, et tellement ça vit en moi vraiment. Et il a l'intelligence en plus de faire des allers-retours entre notre monde, l'Angleterre de fin du 19e, donc des années 1880. Si vous avez fait attention, j'ai parlé de Whitechapel, et du coup il réinvente en fait Peter Pan et Jacques l'Éventreur. J'en dis pas plus, mais j'ai adoré la façon où c'était mélangé. C'est pas évident de base de mélanger les deux, et pourtant, la façon dont il fait, c'est hyper intelligent, c'est même waouh quoi. Évidemment, c'est lié.
Et ah oui, et dernière chose, avant de conclure et de vous recommander 1000 fois de lire l'œuvre de Loisel si c'est pas déjà fait, j'ai adoré la façon dont est traité l'oubli sur Neverland. C'est quelque chose qui n'est pas traité dans toutes les œuvres, toutes les réécritures de Peter Pan, je trouve. C'est pas traité dans le Disney, par exemple. C'est normal, parce que le Disney, le film de 2003 avec Jeremy Suckner et l'acteur qui fait Jason Isaac, c'est des films pour la jeunesse. Donc automatiquement, on va pas aller dans cette noirceur qui est présente dans le texte. Spoiler pour la fin du Peter Pan de Barry. Quand Peter croise Wendy devenue adulte, déjà il a du mal à se souvenir d'elle, mais le pire, quelque chose qui est choquant et triste à la fois, quand Wendy lui parle de Clochette, Peter il sait plus c'est qui Clochette. Clochette elle est décédée, il l'a complètement zappé, parce qu'en fait, c'est ce qui est exploité dans le Peter Pan de Loisel, les gens qui sont à Neverland, ils oublient. En fait, tu oublies le reste du monde. Donc en fait, plus Peter va rester sur cette île, plus il va oublier en fait tout ce qu'il a laissé derrière lui. D'un côté, il oublie toute la souffrance, cette mère violente, etc. Mais il va oublier aussi toutes les bonnes choses. Et ce qui est terrible, c'est cette réalisation que quand quelqu'un meurt, dans la réalité ou sur Neverland, quand quelqu'un meurt à Neverland par exemple, les gens l'oublient. Et c'est ça qui me terrifie, c'est se dire que... Et c'est vraiment une peur vraiment primale, pardon. Et bah en fait, tu vis même plus, parce que les personnages vont être attristés de la perte de quelqu'un, et puis quelques tomes, même quelques planches plus loin, ils l'ont oublié, et ils sont insouciants, ils disent « Ah mais tiens, cet objet-là, pourquoi il est en mon possession ? À qui ? Je sais plus. » Et ils redeviennent en fait ce côté, cette culpabilité, cette tristesse, ce deuil, ce désespoir qui est complètement effacé, et retomber dans cette insouciance de l'enfance alors que t'as encore taché du sang de la personne que t'as perdue. Et pour la personne qui a perdu, mais on dit, hein, être oublié, c'est mourir une deuxième fois. Tu n'existes plus. En fait, une fois que t'es mort à Neverland, tu n'existes plus. Tu n'existes plus physiquement et tu n'existes plus dans la mémoire, dans le souvenir des gens, donc tu n'existes nulle part. Et c'est... Waouh! Ah, c'est remise en question existentielle, vous voyez? Donc voilà, désolée, j'espère que je n'ai pas plombé l'ambiance, mais je vous recommande vraiment chaudement le Peter Pan de Loisel. Alors soyez avertis, c'est une lecture qui passe, hein. Certaines scènes sont violentes dans ce qu'elles représentent et dans ce qu'elles symbolisent, dans ce qu'elles évoquent. Puis en plus, là, il y a des images qui sont imposées à l'esprit. Mais c'est un chef-d'œuvre macabre pour moi. Vraiment, c'est vraiment dans la continuité de l'œuvre de Barry. C'est vraiment la préquelle parfaite. Moi, j'ai beaucoup envie de lire ce qu'il a fait d'autre, Loisel, notamment La quête de l'oiseau du temps en fantasy. Ça a l'air d'une fantasy assez originale en BD aussi. Mais bref, voilà, je recommande le Peter Pan de Loisel. Je me demande comment j'ai fait pour vivre aussi longtemps sans le lire. Après, je pense pas qu'il fallait que je lise trop tôt. Et je me rappelle que dans un de mes tout premiers CD où j'étais, il y avait la bande dessinée dans le CD du collège où j'étais. Et si j'avais su à l'époque ce qu'il y avait dedans, je l'aurais peut-être retiré du rayon, vous voyez. Peut-être pas... Ouais. Je veux pas non plus censurer, hein, mais je me dis, est-ce que à cet âge-là, les élèves peuvent comprendre, ou alors peut-être parler avec eux de cette lecture, vous voyez. Donc, voilà. Lisez le Peter Pan de Loisel. Mon infusion est presque froide, c'était sûr, mais j'ai terminé de vous parler de mes dernières lectures. J'espère que cette update vous a plu. N'hésitez pas à partager vos dernières lectures en commentaire, mais également vos avis, vos impressions sur ce que je vous ai partagé. Est-ce que vous avez lu le Peter Pan de Loisel? Vous aussi, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez lu Orson Scott Card, Tammy Flea ou Madeline Miller? Je serais ravie d'en parler avec vous en commentaire.
Voilà, merci pour votre attention. Moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Sur ce, bonne semaine, bonne lecture et de gros bisous.